Et oui, avec des hausses records ces dernières années et puis des méthodes de calcul qui sont méconnues, certains diront même carrément complexes, la taxe foncière devient de plus en plus, année après année, un point de tension et de crispation pour les contribuables et surtout pour les propriétaires. Entre les revalorisations automatiques des bases cadastrales, l'ajustement des taux locaux, et erreurs fréquentes dans les évaluations ou encore les qualifications, la facture semble parfois injuste et voire même arbitraire. Mais vous allez voir que la taxe foncière n'est point une fatalité. Il est possible de la contester et d'en corriger les erreurs. Mais comment, à quelques semaines de la clôture des délais de réclamation pour 2023? Explications et conseils avec Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Bon, déjà, rappelez-nous comment calculer pour les néophytes. C'est pas simple la taxe foncière. C'est très compliqué, c'est très technique. J'en suis désolé pour les spectateurs et les auditeurs, mais on va essayer d'être grand public. Oui. C'est ce que vous m'avez dit, ça? Oui. Ça. Dis soit grand public, Jérôme. Sinon, tu ne reviens plus. C'est clair. Je terminerai chez Lola. Alors, la taxe foncière repose sur deux piliers. La valeur locative cadastrale des immeubles et les taux d'imposition locaux. La valeur cadastrale des immeubles, c'est une valeur idéale, dans un monde idéal, à une époque où on essayait de déterminer une valeur des biens et de la valeur du loyer théoriquement qu'on pouvait entretenir. Et tout ça, ça malheureusement, si je puis dire, ou heureusement pour certains, m'a été figé en 1970. Donc il y a des écarts qui ont été créés par cette évaluation. Et une fois qu'on a cette valeur locative, on applique un coefficient de 50% pour tenir compte des charges, des usages et tout ce qui vient grever les frais de gestion et d'entretien de l'immeuble. Premier sujet. Deuxième sujet, le taux d'imposition. Eux, ils sont votés, et on en avait déjà parlé, ils sont votés par les communes, par les départements et les autres collectivités territoriales. C'est des taux qui varient d'une zone à l'autre, peut-être même pour des biens identiques. Et évidemment, à ce moment-là, on a des distorsions apparentes et des montants de taxes foncières qui évoluent. Donc le montant de la taxe foncière va résulter de la combinaison de ces deux critères, de ces deux éléments. Mais derrière cette simplicité apparente, évidemment, se cache une grande complexité. Justement, pourquoi est-ce que la valeur locative cadastrale, pourquoi est-ce qu'elle pose autant de problèmes? Le problème, c'est que cette taxe, cette définition de la valeur cadastrale, ou l'écueil, si je puis dire, c'est l'obsolescence des données qui ont été utilisées pour la calculer. Comme je l'ai mentionné, cette base, elle remonte aux années 70, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et évidemment, les zones et les opérations, ou du moins l'appréciation de confort, n'étaient pas la même qu'aujourd'hui. Donc si un propriétaire ou son successeur n'a pas scrupuleusement déclaré les travaux qui ont été accumulés, ou les modifications qui ont été apportées, ou bien au contraire les dégradations, eh bien évidemment, on en reste figé à une valeur qui va être celle de l'inflation. Si je prends un exemple, en 2023, la revalorisation automatique des valeurs locatives, elle a été hyper élevée, je me rappelle. Elle était de 7,1. Ouais. Avec 7,1%. C'était historiquement le plus élevé. En 2024, cette hausse n'a été que, si je puis dire, de 3,9. Et l'INSEE nous prévoit pour 2025 une inflation d'1,7. On verra bien si cette inflation est cantonnée à ce montant. Donc le système ne reflète pas finalement assez fidèlement la réalité du marché immobilier, ni les transformations qui ont été apportées. Et évidemment, à ce moment-là, on va être déconnecté de la valeur locative réelle du bien. Bon, et comment cette valeur locative cadastrale, comment est-ce qu'elle est calculée en pratique? À nouveau, 2 points. 2.1, un tarif de référence au mètre carré et la référence pondérée du bien. Donc le tarif de référence, c'est chaque bien est classé, et c'est contre-intuitif, dans une catégorie, dans une échelle qui va de 1 à 8. 1, c'est les bons, c'est les biens, c'est les beaux meubles, c'est les beaux immeubles, pardon, et 8, c'est ce qui va moins bien. Donc c'est contre-intuitif. Donc le 1, c'est très luxueux, parce qu'on tient compte des éléments de confort, et le 8, c'est les bâtiments plus modestes, moins bien entretenus. Donc cette classification, elle va dépendre de critères comme l'état d'entretien, l'aspect extérieur, les équipements de confort, voire de luxe. Donc, par exemple, un appartement haussmannien dans Paris ou dans une autre ville, Bordeaux, Lyon ou autre, avec du parquet, du marbre, des moulures et des tapis, va être classé dans une catégorie basse, proche du 1 ou A1. Alors, en revanche, une maison ancienne dans une zone rurale... Donc luxueuse. Donc luxueuse. Ouais. Et c'est là où je dis que c'est contre-intuitif. Et si c'est une maison ancienne, dans une zone rurale, elle peut se rapprocher du 8, et donc dans une catégorie qui va tendre vers ce 8. Donc la surface pondérée, on applique un tarif au mètre carré, c'est justement ce qu'on appelle la surface pondérée. Et il ne s'agit pas de la surface carrée que nous connaissons, c'est une autre surface. C'est pour ça qu'on a des différences de surface et qu'on ne comprend pas toujours quand on lit les textes ou les documents qu'on nous envoie. Et la surface pondérée, c'est une mesure qui permet à l'administration et qui va inclure dans la surface au sol, et les murs et d'autres éléments, qui fait que parfois on peut se retrouver avec un appartement de 100 mètres carrés qui va être jaugé à 120 mètres carrés. Bon, une fois cette surface pondérée, calculée, quelles sont les étapes suivantes pour l'ajuster? Je continue la complexité en essayant d'être grand public, c'est qu'à ce moment-là, on va faire rentrer des ajustements. Ces ajustements, c'est fondé sur des coefficients qui vont
normalement qui sont censés refléter les spécificités du bien et de son environnement. Malheureusement, les ajustements, on l'a vu tout à l'heure, ils ne sont pas toujours là. Donc le premier sujet, c'est le coefficient d'entretien, qui n'est pas un coefficient relatif au personnel qui s'occupe du ménage. C'est donc quelque chose qui évalue l'état général du bien. Ce coefficient, il est appliqué en principe uniformément à tous les immeubles, quelle que soit leur localisation, ce qui signifie que là encore, avec des zones différentes, des zones entre leur ruralité et le caractère urbain, on peut avoir des biens qui sont totalement différents, avec des prix plus ou moins différents et plus ou moins, avec des écarts plus ou moins importants. Le deuxième critère, c'est le critère de situation. Ce critère de situation, il va valoriser, il va tenir compte de l'environnement immédiat. Mais on le sait, ceux qui étaient, on se souvient que dans le passé, le 15e était un arrondissement peuplé d'usines et d'entreprises, et le 15e est devenu un arrondissement recherché. Et donc ces transformations, elles ne sont pas toujours prises en compte, et on ne tient pas toujours compte de ces ajustements économiques. Donc pour les immeubles collectifs, on a également un autre paramètre qui intervient, c'est l'ascenseur, David. L'ascenseur, si vous habitez au 6e étage sans ascenseur, vous êtes moins bien que si vous êtes dans un immeuble avec ascenseur. Et donc, il va exister donc des mètres carrés fictifs qu'on va rajouter, qui vont tenir compte de l'eau courante. En principe, c'était 4 mètres carrés qu'on rajoutait. L'électricité, 2 mètres carrés, mais on voit bien que ça, c'était peut-être valable en 70. C'est moins valable aujourd'hui. Et puis, il y a le tout à l'égout. Si vous avez le tout à l'égout, vous avez 3 mètres carrés en plus. Donc, vous pouvez vous retrouver avec un appartement de 15 mètres carrés qui sera dans la surface fiscale, qui sera assimilé à 24 mètres carrés. Bon, avec un système qui est aussi complexe et vétuste, les erreurs doivent potentiellement être fréquentes. Quelles sont celles que vous rencontrez le plus ? Alors, pour trouver ces erreurs, elles reviennent là encore sur ces éléments de critères, sur ces critères. Le vide ordure, le bidet. Le bidet est un élément de confort, il a été retiré. Donc s'il a été retiré, on devrait rediminuer. Alors, à cheval sur son bidet. Deuxièmement, c'est des erreurs qui sont liées à la catégorie qui sont les plus courantes. La catégorie, c'est que justement, le bien a évolué, ou il a vieilli. Et donc là, il faut en tenir compte, ou au contraire, il a été réaménagé, refurbiché, diraient les Anglais, il a été refait, et à ce moment-là, il faut tenir compte de ce sujet. Donc ces erreurs souvent cumulées, elles vont engendrer des écarts qui sont significatifs dans les montants qui sont payés. C'est pourquoi il est essentiel pour les propriétaires d'aller jeter un œil sur ce qui se passe. Bon, comment savoir si les erreurs ont été commises sur ma taxe foncière ? Alors c'est là où c'est un peu difficile. Le premier sujet, il faut essayer d'aller obtenir auprès de son centre des impôts fonciers une fiche d'évaluation qu'on appelle la 6675M qui va vous donner la surface retenue, le nombre de pièces et les éléments de confort qui sont pris en compte. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir ensuite demander la fiche de calcul complète pour comprendre si le raisonnement qui a été appliqué est juste, parce que parfois il n'est pas toujours juste, et voir dans quelle catégorie on se situe. Bon, et qu'est-ce qu'on fait pour le coup si on constate une erreur ? Alors c'est là où il faut être un peu attentif, parce que l'erreur, elle peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui en fait vous va très bien parce que vous étiez sur une valeur très décotée, vous n'avez pas forcément intérêt à les contester alors que vous allez rehausser la valeur. Donc il faut aller le faire de façon assez fine, faire d'abord cet audit, faire ces calculs, ces analyses et ensuite vous verrez. La difficulté aussi c'est que ça se prescrit finalement par 2 ans. Vous recevez votre avis d'imposition en général en septembre, mais il sera prescrit au 31 décembre de l'année qui suit. Donc pour 2023, la prescription arrive là maintenant au 31 décembre. Donc il ne faut pas traîner. Donc en fonction des montants en jeu, on verra si oui ou non il est intéressant de contester la taxe foncière. La moyenne des taxes foncières pour les maisons d'habitation, c'est une taxe moyenne de 1019 €, c'est précis, c'est ce que nous dit la DGFiP, et pour les appartements, c'est de 811 €. Donc on voit bien qu'il faut regarder, c'est des petits montants, mais c'est des petits montants qui vont durer. Donc si on le regarde, il faut le regarder de façon attentive. Et dans la durée. Merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au syndicat Neyards. Merci Jérôme. Merci David.